c'est Nadia Garbi qui est avec nous pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, économiste chez Pictet Wealth Management, qui nous rejoint par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci Bonjour beaucoup Grégoire. d'être avec nous. Il faut qu'on fasse quand même le bilan de ces 2 jours d'audition de Jérôme Powell devant les commissions du Sénat puis de la Chambre des représentants hier. Intéressant de regarder quand même la réaction des marchés sur la partie obligataire. On était à 1,35 sur le 10 ans américain avant que Jérôme Powell ne s'exprime en début de semaine. On est proche d'1,45 désormais au moment où on se parle, malgré un discours du patron de la Fed qui a été jugé très très accommodant, Nadia. Est-ce que malgré tout, il a donné une forme de blanc-seing pour permettre au marché de continuer à faire remonter cette courbe des taux américaine? Alors c'est une bonne question Grégoire. C'est vrai qu'il a été très serein sur cette hausse des taux qui sont selon lui le reflet de meilleures perspectives de croissance. Donc plutôt beaucoup de sérénité sur cette hausse des taux. Mais la question ces prochaines semaines sera de voir si l'anxiété de la Réserve fédérale monte d'un cran, si cette tendance haussière se poursuit et où est le seuil de douleur de la Réserve fédérale. On sait qu'au bout d'un certain moment, le marché immobilier pourra être impacté. Mais pour le moment, en tout cas, Powell s'est montré plutôt serein sur cette hausse de taux et aussi pas particulièrement inquiet sur l'inflation qui, selon lui, sera volatile, mais pas vraiment. Il ne s'attend pas vraiment à une hausse forte de l'inflation ces prochains mois. Est-ce qu'il faut comprendre que pour Jérôme Powell et la Fed, on est encore dans la partie facile de la communication, avec notamment 10 millions de personnes qui sont encore sans emploi, enfin sorties du marché du travail aux États-Unis? Est-ce que ça maintient la Fed dans une situation confortable en matière de communication aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Je pense que là, en ce moment, la Fed est en tout cas, la communication est plus facile. Effectivement, il a accentué sur le fait que le marché du travail n'est toujours pas à son niveau d'avant-crise, ce qui justifie une politique monétaire accommodante de la part de la Réserve fédérale. Donc oui, clairement, on est actuellement dans la partie plutôt facile de la communication pour la Réserve fédérale. Bon, pour la Fed, c'est facile. Pour les autres, ça l'est un peu moins, Nadia. Évidemment, on l'a constaté. Je crois que Christine Lagarde elle-même s'est exprimée avant les auditions de Jérôme Powell sur la remontée des rendements obligataires en Europe, parce que les taux américains qui remontent, ça a des effets de contagion sur la partie européenne. Ce matin, c'est l'Allemande Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui confirme que la BCE surveille de près l'évolution des taux réels et n'hésitera pas à agir si les conditions financières se durcissaient de manière non voulue. Et puis on attend encore dans les prochaines heures, cet après-midi je crois, le chef économiste de la BCE, Philippe Lane. Pourquoi est-ce que la BCE se sent obligée de réagir à ce stade alors que le niveau des taux en Europe est quand même très différent de celui des taux américains? Alors c'est vrai que les taux européens sont très bas, mais les taux européens montent par effet de contagion des taux américains et non pas parce que les perspectives de croissance en zone euro s'améliorent. Et je pense que c'est ça qui inquiète la Banque centrale européenne. C'est cet resserrement des conditions financières qui arrive à un moment où la reprise reste très fragile en zone euro. Encore, la situation au niveau du virus reste très compliquée en zone euro. Au niveau des vaccins, on a tout de même plus de retard que dans d'autres pays et d'autres régions aussi en zone euro. Donc voilà, cette hausse de taux, elle arrive à un moment où la reprise en zone euro est très très fragile et c'est la raison pour laquelle je pense que la Banque centrale européenne est très inconfortable avec la hausse récente des taux. Alors maintenant, la question, ce sera de savoir si ces interventions verbales vont se traduire par une hausse des rachats d'actifs hebdomadaires. Donc il sera intéressant de voir lundi si la BCE a augmenté ses rachats cette semaine. Pourquoi est-ce que c'est encore aussi difficile aujourd'hui, Nadia, d'être optimiste sur l'ampleur de la reprise en zone euro? Aux États-Unis, vous l'avez dit, Powell voit le niveau des taux comme une déclaration de confiance dans les perspectives économiques. Je ne parle même pas de l'Asie ou de la Chine qui semblent déjà être revenus à des niveaux d'activité pré-pandémique. Pourquoi est-ce que c'est encore aussi compliqué chez nous d'avoir ce même optimisme? Je dirais qu'en zone euro, c'est surtout tout d'abord la situation du virus, mais aussi la situation au niveau des vaccins qui est très lente. Le déploiement des vaccins en zone euro est plus lente et vous avez aussi beaucoup de divergences entre les pays. La situation n'est pas pareille en Italie ou en Espagne qu'elle l'est en Allemagne. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi la réponse fiscale.
aux États-Unis, on voit un nouveau plan de relance qui va être voté par le Parlement aux États-Unis de plus de 1900 milliards. En Europe, on est tout de même encore à la traîne à ce niveau-là. La situation en Europe mériterait quand même un soutien budgétaire, un meilleur équilibre à nouveau de ce que vous, les économistes, appelez le policy mix, c'est-à-dire au regard des efforts fournis par la Banque centrale européenne, le relais budgétaire est encore aujourd'hui décevant en Europe, vous diriez, Nadia ? Oui, et ce qui est inquiétant, c'est plutôt la divergence par pays. Si vous regardez par exemple la réponse fiscale en Espagne, qui a été très durement touchée par la crise, on reste très timide, alors que si on compare avec ce qui a été fait en Allemagne, là, la réponse fiscale a été beaucoup plus forte. Donc c'est plutôt cette divergence entre les pays de la zone euro qui, moi, m'inquiète, et on pourrait avoir une reprise à deux vitesses, où d'un côté, vous avez des pays comme l'Allemagne qui reviennent à leur niveau d'avant-crise déjà cette année, alors qu'en Espagne, par exemple, on n'attend pas ce retour du niveau d'avant-crise avant 2023. Et dans une union monétaire, on n'aime pas ce genre de situation où vous avez beaucoup de divergences entre pays. Et d'ailleurs, ceci peut rendre un peu inconfortable aussi la position de la Banque centrale européenne, qui ne veut pas voir de trop fortes divergences au niveau de la reprise. Donc heureusement, on aura le fonds de relance qui arrive plutôt au troisième trimestre, mais à court terme, on a besoin d'un peu plus de soutien budgétaire dans certains pays, notamment dans les pays périphériques, mais aussi dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours, quand on écoute les débats politiques ici et là? Est-ce que la barre, malheureusement, est très haute encore pour que les États qui en auraient besoin en remettent au pot sur le plan budgétaire, Nadia ? Alors la situation est compliquée parce qu'en zone euro, vous avez certains pays qui ont un trade-off entre, d'un côté, le stock de dette publique qu'ils ont, et de l'autre côté, soutenir les économies à court terme. Et on voit les pays qui ont un fort stock de dette publique être plutôt prudents dans leur réponse fiscale, à un moment où justement on a besoin d'un fort déploiement de soutien budgétaire pour justement aider l'économie. Donc on voit que les pays restent plutôt prudents, et ce qu'on a besoin en zone euro, c'est surtout de la visibilité sur les règles fiscales. À ce jour, on ne sait pas si les règles fiscales en zone euro seront suspendues en 2022. Elles le seront sûrement, mais on a besoin de plus de visibilité sur ces règles fiscales, sur ce qui arrivera après la crise avec ce fort stock de dette en zone euro. Oui, je crois que la question du pacte, effectivement suspendu depuis un an, va très vite revenir dans l'actualité. Dès la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, il y a normalement une prise de parole attendue de la part de la Commission européenne pour peut-être évoquer ce calendrier. Comment est-ce qu'on va remettre une forme de norme, d'orthodoxie, de nouvelle orthodoxie autour des règles budgétaires en Europe, dans une situation de divergence, à nouveau, vous l'avez souligné, entre les pays de la zone euro, Nadia. Je voulais qu'on garde quelques instants pour dire un mot de ce qui se passe en périphérie de la zone euro. Vous êtes installé en Suisse chez Pictet Wealth Management, je le rappelle. Alors, que peut-on dire de l'économie suisse versus l'économie de la zone euro ? Je regarde les mouvements de marché, notamment sur le Forex, l'euro-franc suisse, qui a dépassé le seuil de 1,10, 1 franc suisse pour 1 euro. C'est un seuil qu'on n'avait plus vu depuis l'été 2019, je crois, Nadia. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, économiquement, j'allais dire, derrière ce rapport de force ou ce rapport entre la devise de la zone euro et la devise suisse? Alors tout d'abord, pour un petit pays exportateur comme la Suisse, c'est une bonne nouvelle de voir la dépréciation du franc suisse, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour la Banque nationale suisse, qui va pouvoir un peu souffler. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour la BNS. Je vous rappelle qu'elle est intervenue, que les interventions de la BNS sur les marchés d'échange ont dépassé les 100 milliards l'année passée. Donc un franc suisse qui se déprécie signifie aussi que la BNS sera moins forcée à intervenir pour justement réduire ses pressions sur le franc suisse. Maintenant, en tout cas, la Banque centrale suisse devrait rester très accommodante. Les perspectives d'inflation restent très faibles en Suisse. Donc les taux, en tout cas en Suisse, les taux directeurs en Suisse devraient rester à moins 0,75 en tout cas cette année. C'est très difficile de voir la Banque nationale suisse
bouger avant la Banque centrale européenne. Donc on est un petit pays un peu coincé autour de cette grande zone qui est la zone euro. Donc à ce stade, c'est un soulagement en tout cas pour les exportateurs en Suisse, mais au niveau de la politique monétaire, je dirais que Thomas Jordan, qui est le président de la BNS, doit mieux dormir ces derniers jours, mais on n'est pas à l'abri d'autres mouvements. Oui. Bon, la vigilance reste de mise donc pour la Banque nationale suisse. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management.